On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Suzanne. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette histoire, je vous invite à appuyer sur pause et à écouter l'épisode précédent. Pour les autres, nous retrouvons Suzanne, bien arrivée à la gare de Brest. Si le voyage a été pour le moins folklorique, l'arrivée, elle, est un véritable coup de massue. Les bombardements ont complètement détruit la ville, on ne reconnaît plus rien. Pourtant, la maman de Suzanne n'a qu'un seul objectif, s'enfoncer dans le tas de ruines pour tenter de retrouver ses parents. Je vous laisse cheminer avec cette famille un peu perdue et découvrir la suite de ce fascinant récit. Bonne écoute. Et on arrive à Brest. La gare, elle était normale. Ma mère a dit, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Il y avait plus que la gare debout. Tout le reste, c'était un no man's land. Brest était rasé. C'est rasé, il y avait quelques pans de murs de maisons ou de je ne sais quoi qui restaient, mais très peu. D'ailleurs, ils n'ont même pas cherché à reconstruire. On l'a étalé, tassé, cimenté, je sais pas quoi. Le vrai Brest est en dessous de nous. Et comment vous voulez reconstruire ou déblayer une ville entière, c'est pas possible. Ça fait drôle, vous savez. Ma mère, qui était née là, ne reconnaissait plus rien. Alors, elle se remet à pleurer, je dis, c'est pas vrai. Oui, elle pensait à sa famille, c'est normal. Alors, mon frère, il lui dit, tu sais où on va aller? Ben non, elle était paumée complètement. Elle reconnaissait plus rien, alors elle dit, il faut traverser le pont. Je lui dis, c'est le manque de vol, lui fait mon frère. Le pont n'existe plus. Il a été bombardé, et à la place, il y avait des radeaux. Moi, je m'enfonçais dans l'eau. J'ai eu peur, j'ai perdu les pédales, il paraît. C'est mon frère qui m'a rattrapé à l'époque et qui m'a mis sur son dos et qui m'a ramené. C'était trop pour une petite fille. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Alors, ma mère, par là, elle savait pas, la pauvre. Et puis, à un moment donné, elle voit par terre une pancarte, les 4 moulins. Ah, elle connaissait. C'était un lieu-dit, un quartier. Elle dit, on est tout au moins sur la bonne route. On nous l'a reparti à la queue leu, avec nos petites valises. Et il pleuvait. C'est ça que j'ai oublié. Comme il s'est pleuvoir à Brest. Puis on avance, et puis d'un seul coup, on voit une rue qui était restée intacte. Et puis, sur cette route, il y avait un monsieur qui arrivait au loin. Un vieux monsieur avec une canne, une gamelle et un casquette, un moussaf, ce que je voyais. Alors on s'arrête. Puis d'un seul coup, je vois ma mère qui démarre, qui se met à courir comme une dingue. Je dis à mon frère, mais maman, elle est devenue folle. Elle dit, je crois. Et je vois ma mère qui saute sur cet homme. C'était son père. Elle a failli tuer d'émotion. Ma mère s'appelait Yvonne. Il répétait, c'est toi Yvonne? Il ne pouvait pas y croire non plus. Alors, on demande des nouvelles de la grand-mère. Parce que mes grands-parents avaient un très très grand terrain au milieu de la ville de Brest. Et il dit, on a fait une maison, elle a été bombardée, rasée comme les autres. Et on nous a mis une cabane entre les trous de bombes. Alors bon, on y va, à la queue leu. Alors effectivement, on prend un petit passage, et au bout, au milieu, il y avait une cabane. Et on va sortir une vieille dame. On me dit, c'est ta grand-mère, moi je veux bien. Ça a été une émotion pour tout le monde. C'est normal. On arrivait, on était donc 4, et eux 2, 6. Alors moi, la plus petite,
On m'avait mis à coucher sur une botte de paille avec les lapins. Ils étaient en liberté, ils craignaient rien, les lapins. Et ben, il y avait une pièce comme ici. Alors, ils avaient leur deux lits, leur table, une armoire. Et à côté, il y avait le poêle pour faire la cuisine, la table. Dans le fond, il y avait la paille, les lapins, les poules, et enfin, tout un bric-à-brac. Ouais. On est resté tout l'été. Le grand-père, il est décédé. Je l'ai connu très peu de temps. Il était gentil. Il avait, comme tous les marins, ils avaient une malle. Et puis quand je suis arrivée, quand on s'est retrouvés dans la cabane, je vois qu'il farfouille dans sa cabine. Il m'avait gardé une poupée en chiffon et qu'il m'a offert. Alors, vous savez ce qu'on faisait le soir? On se mettait assis autour d'un trou de bombe, mettons. C'était grand, hein, un trou de bombe. Et avec les voisins ou je sais pas qui. Et puis on chantait. On chantait tous les soirs, quand il pleuvait pas. On se mettait là, voilà, après on allait se coucher. Et puis voilà, et quand est arrivé le mois de septembre, ma mère a se demandé, parce que mon père, lui, était parti avec De Gaulle pour rapatrier des prisonniers top secret, je sais pas quoi. Il pouvait pas rentrer. Il est venu nous rejoindre qu'à la fin de l'été. Alors bon, c'était la fête, on était tout contents, j'étais content de revoir mon père, tout ça. Il dit à ma mère, on repart. Ah bon? Alors elle lui dit, bah, où on va? Il lui dit, je suis nommé, on va envahir l'Allemagne en armée d'occupation. Ah bon? Oui. Alors il dit, on embarque dans 8 jours, je crois. On va suivre l'armée Leclerc. Alors, bon, la date donnée, on vient nous chercher en camion militaire. Alors, il faut qu'on regagne Strasbourg. Alors, on va à la gare à Paris, là, la gare. On nous met dans le train et là, on voit des militaires partout, des trucs, enfin bref. Tout le monde se prépare. Et on réembarque dans des camions militaires. Et là, à l'attaque, que de le dire, mais nous, on était en arrière. Devant nous, il y avait Delatte de Tassigny et c'est Leclerc, je crois. Alors on suit, on part. Ils ont aussi beaucoup tué, les Français. Puis il y avait cette haine, on ne peut pas juger. Il y avait tellement de haine. Ils en avaient tellement fait. Et on s'est enfoncé. Nous, on est arrivés, on était au-dessus de Baden-Baden, à Gernsbach. On nous a dit, bon, ben, votre village, c'est là. Bon. Alors, on nous dit, attendez, on va vous choisir une maison. Le gendarme qui était là, il dit à ma mère, ça vous gêne si c'est près de la forêt, tout ça? Oh ben non, elle lui dit, nous, on aime bien. C'est vrai que c'est beau, l'Allemagne aussi. Fin septembre, oui. Il faisait -20, hein, et il y avait de la neige. Mais c'était beau. Alors on arrive là, alors il dit à ma mère, laquelle vous voulez? Alors ma mère dit, mettons une, là. Bien, très bien. Ils ouvrent les portes, tout ce qui était à l'intérieur de l'humain, les foutent dehors dans la neige et le froid. Et ben voilà, vous avez votre maison. Ma mère, elle lui dit, ça va pas? Mais elle dit, mais moi, je vais pas mettre tous ces pauvres gens dehors. C'est les Allemands. Alors, ma mère, elle dit, je m'en fiche, c'est des gosses. C'est des gosses et des vieux. Elle lui dit, écoutez, si vous en voulez pas, eh ben, c'est vous qui restez dehors et eux qui resteront dans leur maison. Alors, mon frère, il intervient, alors, il dit, mais c'est pas possible quand même, quoi. Hein, on est en guerre. Mon frère, il dit, attends, faut réfléchir. Ma mère, elle était en colère, elle était, oh. Alors, mon frère, il dit, voilà. Il est allé voir la maison dedans. Il a foutu par la fenêtre tous les croix-gammés. C'était des maisons de nazis. Il a foutu tout par la fenêtre dehors. Et puis, en Allemagne, à l'époque, ils étaient plus avancés que nous. Il y avait déjà des salles de bain, qu'il n'y avait pas en France. Il y avait déjà des sous-sols qui étaient faits, carrelés et tout. Il dit, voilà, ils vont aller dans la cave. Et nous, ben, on occupera le haut de la maison. Les gamins, ils avaient mon âge.
On n'allait pas les laisser crever dehors quand même. Au moins, ils avaient chaud. Alors, on s'est installé comme ça. Et puis, mon père leur a trouvé des lits de camp de l'armée, avec un matelas. Mais au moins, on savait qu'ils étaient à l'abri, quoi. Moi, j'ai tout de suite joué avec les gamins. Oui, parce qu'eux m'ont appris l'allemand, et moi, je leur ai appris le français. C'est ça qui est beau chez les enfants. On est resté 10 ans. Ils sont forts, quand même, à l'époque. Ils se sont relevés à la vitesse grand V, parce qu'ils sont plus disciplinés que nous. Un Allemand ne discutera pas un ordre. Les Français, ils vont étaler, chercher, voilà. Et là, même pas 2 ans après, on a vu sortir Volkswagen, là, les coccinelles. On a vu sortir des voitures, on s'est dit, mais... Et nous, on n'en avait pas encore. En fait, ils étaient bien plus forts que nous, c'est sûr. Mais c'est fou. Tout ça pour vous dire que tous ceux qui travaillaient, qui touchaient un salaire, reversaient la moitié pour l'Allemagne. Pour le redressement, ils étaient fiers de leur nation. Ah ouais. Et là, après, ils sont rentrés en France. Et j'avais donc 16-17 ans. Et je voulais être photographe, je voulais aller dans le cinéma, faire du montage de films, au départ. J'étais déjà passionnée par les photos, tout ça. Bon, alors mes parents se sont dit, ils se sont donc installés dans la région parisienne. Ils ont acheté une maison en bordure de Marne, Champigny-sur-Marne, à côté de Joinville. La plus heureuse de nous tous, c'était ma mère, parce qu'elle, elle a jamais eu de maison. Donc quand elle s'est trouvée en sa maison, avec ses meubles et ses affaires, il n'y a plus moyen de la sortir. C'est moi qui faisais les courses, mon père faisait je sais plus quoi. Ah, elle voulait plus bouger. Donc avec mon père, on est allé voir les studios de Joinville. C'était en bordure de Marne aussi. Et là, je suis rentrée dans les studios pour apprendre un montage de film. J'avais dit oui, 17 ans. Et je rentre là-dedans, j'étais heureuse comme... et je voulais faire ça. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée, comment vous dire, j'ai tout de suite aimé faire les montages de films, trucage, trucs. Mais alors, il y a une chose qui n'allait pas du tout. À l'époque, c'était pas courant. Vous savez, c'est un milieu d'hommes. Et le monde du cinéma, c'était ce qu'il est. Ça fait que j'avais 17 ans et que j'étais traquée comme un... Vous savez, la chasse à courre, pire que ça même. Et alors, je me cachais partout, j'étais plus... je paniquais. Alors, ce jour-là, je m'étais cachée derrière un mur dans la cour et je pleurais, je savais plus comment sortir. Je voulais partir, je voulais pas rester là, c'était pas possible. Je voulais pas me faire violer à tous les coins de rue. Puis j'entends une voix masculine qui me dit « Vous avez un problème, mademoiselle ?» Alors je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, rien. Il me dit « Vous êtes pas dehors en train de pleurer ?» Alors je lui explique, oh, il sait bien rire. Et il me dit « C'est ça, ma pauvre, le cinéma. Si vous ne pouvez pas, je comprends, il faut partir. Vous changerez pas le monde. » Il venait faire développer ses films. Il revient au bout d'une heure, ou je sais pas combien de temps. Vous êtes toujours là? Alors il me dit, je lui dis oui. Bon, écoutez, vous allez aller au bureau là-bas du personnel et vous allez donner votre démission. Il dit, ma femme et moi, on monte un labo, on va essayer. On a 2 petits-enfants, 2 bébés, et on se lance. Alors il me dit, si vous voulez, je vous embauche. Mais c'est la photo, hein, il m'a dit, c'est pas... au fou. Alors il me dit, je vous embauche, mais je pourrais pas vous payer grand-chose au début. M'en fiche. Il avait pas fini sa phrase, j'étais déjà dans le bureau. Je leur ai foutu ma démission. Ils ont tout fait pour que je reste, mais non. Rien qu'à l'idée de recommencer tous les jours ce truc, non. Et puis je suis partie. Alors je rentre toute guillerette, je dis comme ça à mes parents, salut. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là? Il devait être 10h du matin. Et j'ai dit, j'ai donné ma démission. Ah bon? Mais je croyais que le travail te plaisait. Bon, et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai déjà du travail, moi. Enfin, ils n'ont pas insisté. Et il me dit, tu travailles où alors? Je prends la carte qu'il m'avait donnée et je lui donne. Il dit, c'est la rue d'à côté. Ah ouais? C'était un voisin en plus. Je commençais le lundi.
Je suis arrivée à leur pavillon que je connaissais. Alors, il avait arrangé la partie studio, machin, truc, et le reste sous le toit, dans le grenier. On m'a présenté les 2 VV, 2 amours, et puis sa femme, très gentille. Et on a démarré comme ça tous les 3. Avec un rouleau de scotch, un cutter. Moi, j'avais une caméra en bois, parce qu'il n'y avait rien. En bas, il y avait une tireuse pour les photos. On s'arrêtait pour les vivrons, Moi, j'en avais un là-haut, et elle gardait le bébé en bas, la plus petite, c'est une fille. Et moi, j'avais le petit garçon, il avait quoi, même pas 2 ans. Alors, on lui avait mis un parc, avec à l'intérieur ses jouets, enfin... Moi, j'avais des immenses projecteurs. Alors, quand je lui disais, Didier, attention, hop, il mettait ses petites mains. Il mettait ses petites mains devant ses yeux. Et puis, il attendait. Et quand je lui disais, ça y est, c'est fini. J'éteignais. Enfin, c'était folklore. On a monté un grand labo. On s'est lancé aussi dans la diapositive. On s'est lancé dans les photos et on les vendait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bourlinguer. Mais j'étais folle, une femme seule dans le bassin méditerranéen. Moi, je suis pas pour les photos posées, les trucs et les machins. Mais par exemple, au Maroc ou en Tunisie ou en Égypte ou ailleurs, j'ai essayé le plus possible de me faire inviter ou d'aller dans les familles. Alors souvent, ils sont très accueillants en général. On discutait, j'y vais avec les enfants, j'ai de bons contacts avec les gens. Ou des fois, oui, il y avait des sites surprenants. Je les faisais aussi. Tout ça, on en a bien vendu, ils en ont bien vendu. Donc on a commencé tous les 3 et on a fini à 25. Voilà. Mais justement, vous pensez quoi, vous, de la photo qu'on prend avec son téléphone ? C'est bien, parce que quand je vois le résultat, mais les gens n'ont aucun mérite. Je veux dire, pour moi, nous, on crée tout. Qu'eux, ils sont sûrs de réussir. Mais ça ne m'intéresse plus. Je crois que c'est ça, la coupure. Le passage au numérique ? Ouais. Maintenant, si vous ratez une photo, c'est que vous êtes le roi des ânes. Parce que, franchement, faut y mettre de la bonne volonté. Il n'y a aucune création, pour moi. Et du coup, dans toute cette vie d'aventure, vous avez jamais rencontré personne, vous ? Ah si, ça m'est arrivé quand même. C'est-à-dire que je suis issue d'une famille, mes parents se dispusaient tout le temps. Ils étaient autant faits pour être mariés que moi pour être bonne sœur. Et ces 2-là n'arrivaient pas à se quitter. Ça doit être une passion, sans doute, j'en sais rien. Enfin bref. Ça m'a jamais inspiré pour le mariage. Ensuite, mon frère, ça a été une catastrophe aussi. Et ma sœur, pareil. Alors je me suis dit, moi, la 3e, non. Je regrette, j'aurais bien aimé avoir des enfants. J'adore les enfants. Mais j'ai eu tellement ceux des autres que... Je pense qu'avant, on était plus heureux. On n'avait rien, mais on était plus heureux. Les jeunes, maintenant, ils sont perdus. C'est même pas de leur faute. Ça a été, si vous voulez, à mon avis, la génération d'après-guerre. On a tellement souffert. Mais les ados, les gens, cette génération-là, si vous voulez, n'a pas eu de jeunesse. C'était la guerre, c'était ceci, c'était cela. Je pense que quand ils se sont devenus des adultes ou des gens qui ont créé une famille, du coup, ça a basculé. Ils ont trop fait. Il y a un problème. Il faut que cela cesse. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide beaucoup le podcast. À très vite.